Démarrage de la vidéo en direct. Bonjour! On va laisser un petit peu de temps à toutes les personnes, le temps qu'elles nous rejoignent. Alors si vous arrivez, ceux qui sont déjà là, pour voir s'il y a du monde, n'hésitez pas à faire des petits pouces ou des petits cœurs, puis me dire si tout le monde m'entend, pour les personnes qui sont déjà en direct. Hop. Voilà, je vois que ça commence à se remplir, 5 personnes déjà. Bonjour, 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 installez-vous. Bienvenue. Il n'est pas tout à fait 18 h, donc on va attendre tranquillement que tout le monde nous rejoigne. J'espère que vous avez passé une bonne journée, malgré le confinement, avec ce beau soleil là, sur Vannes et puis sur la Bretagne, sur toute la France. Est-ce qu'au niveau du son ça va, ou est-ce qu'il faut que je parle un peu plus fort? Si on peut me dire si c'est bon pour le son, car je peux parler plus fort. Je peux parler moins fort également. Voilà, voilà. Bonjour à tous. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Ce soir, on parle d'hypnose. Voilà. Ok. Alors j'aimerais juste que quelqu'un me fasse un petit message dans le live là pour me dire si au niveau du son, est-ce que tout va bien? Est-ce qu'on m'entend correctement? Est-ce qu'il faut que je parle plus fort ou est-ce qu'il faut que je parle moins fort? Si quelqu'un peut mettre un commentaire juste pour me dire si au niveau du son tout est bon. Je vois un petit pouce là. C'est que ça a l'air d'être pas mal. Un peu plus fort peut-être. Bon, Pierrick est arrivé. Bonjour Pierrick. Je demandais à Pierrick si au niveau du son ça allait, si tout le monde m'entendait. Le son est parfait. Eh bien merci Emmanuel. Ok. Bon, bah écoutez, on y va. Hein, donc, on va parler d'hypnose ce soir. L'hypnose, vous avez entendu parler, je suppose. Pour la plupart d'entre vous, l'hypnose, quand on parle d'hypnose, ça remonte à quelques années quand même. Et pour certains, vous vous rappelez d'un peu d'un film de cinéma. C'était le serpent, vous savez, avec ce serpent K dans le livre de la jungle. Et puis qui disait ah, fais-moi confiance, n'aie pas peur, tout va bien se passer. Et puis, c'est surtout si vous étiez petit, quand vous avez regardé ça, ça va rester un petit peu dans vos mémoires, tout ça. Et pour la plupart des gens, eh bien, cette hypnose, c'est un petit peu ce qu'ils retiennent de l'hypnose. Et c'est assimilé un petit peu à l'hypnose de spectacle, parce que quand on va voir les spectacles d'hypnose actuellement, c'est un petit peu ça, c'est de l'hypnose directe comme ça. On essaye de prendre le dessus sur la personne, et puis ça marche très bien, puisqu'il y en a qui font des grandes scènes avec ça, comme Mesmer par exemple, mais c'est pas l'hypnose que je pratique au quotidien. L'hypnose que je pratique au quotidien, c'est l'hypnose dite à vertu thérapeutique, pour aller mieux, pour soigner. Alors l'hypnose de spectacle, pour en parler un tout petit peu, bien ça existe, c'est sympa. Euh, on s'en sert donc pour faire des shows, mais on peut s'en servir juste dans la thérapie, moi ça peut m'arriver d'en servir, pour faire prendre conscience de certaines choses à une personne. Par exemple, je peux vous raconter que une fois, il y avait un monsieur qui était venu me voir, il me dit ah, ça va pas, je suis complètement bloqué dans ma vie, j'arrive pas à avancer, enfin, vous savez tout ce qu'on dit avec ça. Alors, ce que j'ai fait comme en hypnose de spectacle, j'ai fait ce qu'on appelle une catalepsie, je l'ai collé au niveau des pieds sur le sol. Et puis je l'ai ramené, je lui ai fait ouvrir les yeux, et puis bien évidemment, je lui ai dit bougez maintenant, et forcément, il ne pouvait pas bouger. Il était bloqué au sol. Et je lui ai dit au bout d'un moment, je lui ai dit attention, il y a quelque chose derrière vous. Et là, hop, il a bougé. Et après, je lui ai expliqué que finalement, si notre subconscient, si notre inconscient prend quelque chose qui a vraiment un danger, quelque chose d'important, eh bien, il va bouger. Mais il suffit juste de lui montrer un petit peu le chemin. Un autre exemple pour en finir sur cette hypnose de spectacle, c'est une autre fois, il y avait pareil, pour
une séance. Non, oui, bref. Il y avait une femme qui avait une toute petite poitrine. Et puis, elle avait envie d'avoir une énorme poitrine, enfin, quelque chose qui se voit, si vous voyez ce que je veux dire, mesdames. Donc, du coup, cette personne, eh bien, pareil, je la mets en transe, version hypnose de spectacle. Et puis, je lui ai demandé ce qu'est l'idéal de taille de poitrine, ou je sais plus, c'était 90D ou encore plus, bref, une grosse poitrine, toujours est-il. Et donc, je la fais revenir, et donc, elle avait la sensation, l'hallucination d'avoir une très grosse poitrine. Et puis, je l'ai laissé comme ça pendant à peu près, on va dire, 35 minutes à peu près. Et puis, elle jouait le jeu, hein, enfin, elle jouait le jeu, elle était dans son monde à elle. Elle disait, oui, donc j'ai économisé, j'ai une forte poitrine, tout ça et tout. Et puis, bon, bref, tout le monde était dans son jeu, tout le monde essayait de parler avec elle, communiquer pour savoir ce que ça faisait. Et puis, au bout donc de 30-35 minutes, je la fais revenir, je la réveille, comme on dit, et puis elle me dit, ah, je veux plus avoir une grosse poitrine. C'est trop lourd à porter, je préfère garder ce que j'ai, et en fait être à l'aise dans ma vie. Donc voilà la fin de cette histoire. Donc tout ça pour vous dire que l'hypnose de spectacle, c'est pour le spectacle, mais on peut s'en servir également en thérapie pour faire prendre conscience de certaines choses à certaines personnes. Et donc l'hypnose, eh bien, ça serait plutôt ça serait pas comme dans le livre de la jungle, ça serait plutôt comme dans le film avec Gérard Jugnot, qui était Que sais-je, je crois, enfin bref, un film qui s'est sorti en 2001, et c'était l'histoire d'un hypnothérapeute qui aidait une jeune fille de 17 ans à aller mieux. Alors l'hypnose, oui, ça, en fait, ça sert à ça, ça sert également à ça, ça sert à aller mieux. Alors on peut appeler ça faire de l'hypnose, être hypnothérapeute, ou on peut appeler ça également faire du coaching. Ça, c'est un mot à la mode. Le coaching, c'est quand on est bien et qu'on veut aller encore mieux. Donc on fait du coaching, c'est à la mode. Alors il y a du coaching en ce moment pour aller bien, il y a du coaching de cuisine, du coaching de sport, il y en a toutes les sauces en ce moment. On n'entend pas très bien. Eh bien écoute, je sais pas. Ici ça a l'air de bien marcher. Je vais essayer de parler un peu plus fort dans ce cas-là. Donc il y a le coaching et puis il y a l'hypnose. Alors l'hypnose, c'est quoi? L'hypnose, on entend parler, il y a plusieurs sortes d'hypnose. Pour faire simple, il y a l'hypnose classique, l'hypnose ericksonienne, la nouvelle hypnose et l'hypnose dite présente depuis 1990 qui est humaniste. Donc l'hypnose qui est la plus connue pour la thérapie, c'est l'hypnose ericksonienne, c'est celle qui est pratiquée à peu près par, je dirais, 90-95% des hypnothérapeutes. Comment ça marche cette chose-là? Eh bien, ça marche déjà naturellement, puisque l'hypnose, c'est un état naturel. Euh, L'hypnose, voilà, c'est un état naturel, puisque l'hypnose, vous la vivez au quotidien. En fait, sans le vouloir, vous êtes dans un état d'hypnose plusieurs fois par jour. Plusieurs fois par jour. En fait, vous êtes dans cet état d'hypnose, parce que l'hypnose, c'est quoi? L'hypnose, on dit que c'est un état modifié de conscience par rapport à un état normal de conscience. Donc là, vous vous regardez votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur, et vous êtes certainement, j'espère pour vous, dans un état normal de conscience. Hein, enfin, je ne sais pas, vous êtes sûr que vous êtes dans un état normal de conscience? On peut toujours se poser la question. Parce que dès que ça fly un peu, dès qu'on part dans certaines choses, dès qu'on est un peu dans la lune, par exemple, dans un rêve, eh ben on est dans un état modifié de conscience. Alors on peut être dans un état modifié de conscience quand on est dans la lune, quand on se brûle le bout des doigts, parce qu'on est focalisé sur la brûlure, on n'est plus dans un état normal de conscience. Quand vous faites l'amour quand il y a la jouissance par exemple, eh bien, vous n'êtes pas dans un état normal de conscience, ça se saurait, vous êtes dans un état modifié de conscience. Quand vous avez un accident de voiture également, qu'il y a le choc qui se produit, ben vous êtes complètement ailleurs, vous êtes dans l'accident par exemple, je ne vous souhaite pas, mais bon, c'est pour vous montrer la différence entre l'état normal de conscience et l'état modifié de conscience. Donc qui arrive plusieurs fois par jour, au point que selon les études, les scientifiques, la littérature moderne, etc., on est à peu près, il faut le savoir, 1 heure à 1h30 dans un état de transe, dans un état modifié de conscience, chaque jour. Alors trans, c'est peut-être un mot qui vous fait peur. En fait, pour vous définir le mot trans, c'est comme transport, transmission. C'est l'état qui permet d'aller d'un état normal de conscience à un état modifié de conscience. Mais juste,
Donc vous êtes en transport, on va dire. Hein. Alors comment on fait ça? Eh bien c'est simple, parce que vous dites peut-être, si on est 1h30 par jour en état modifié de conscience, voilà, quand on se promène son chien par exemple, pourquoi payer un hypnothérapeute alors qu'on le fait naturellement? Bah oui, c'est parce que l'hypnose, en fait, il y a deux sortes, il y a deux définitions d'hypnose. Il y a l'hypnose avec un petit h et l'hypnose avec un h majuscule. L'hypnose avec le petit h, c'est l'hypnose avec lequel on devient en état d'hypnose. Et le h avec le h majuscule, c'est les stratégies qu'on emploie pour mettre l'inconscient en état d'hypnose. Tout ça. Donc, avec. Alors, voilà, attends, j'ai perdu le fil de ce que je voulais vous dire. Mais oui, vous êtes tous conscients dans un état normal de conscience. Donc voilà, donc en fait, le fait de prendre un hypnothérapeute, c'est pour justement qu'il utilise des stratégies pour aider votre inconscient, parce qu'un hypnothérapeute n'est qu'un guide, pour aider votre inconscient à retrouver de bons apprentissages, à aller mieux, Parce qu'en fait, l'hypnothérapeute n'est qu'un guide et c'est vous qui travaillez. Surtout quand on utilise par exemple l'hypnose humaniste. C'est ce que je vous expliquerai tout à l'heure, on en parlera tout à l'heure. Alors l'hypnose, c'est apparu c'était avant Jésus-Christ, il y a eu dans des temples, il y a 2500 ans avec les Égyptiens, il y avait les temples d'Esclapios, pour faire bref sur l'histoire de l'hypnose. Les gens venaient, ils s'allongeaient sur des lits, puis il y avait des seigneurs qui parlaient doucement, on appelait ça le thermos logos, le terme lent, et ça soignait. Il y a même, je crois que c'est Hippocrate, ou je ne sais plus lequel, qui avait mis un nom sur sa porte, qui s'était marqué parle, parle doux, soigne par les mots, hein, chose comme ça. Enfin, c'était marqué. Et puis après, donc, il y a eu Socrate. Socrate, connais-toi toi-même. Enfin, ça, c'était avant, mais on en reparlera. Après, il y a eu. Donc, après, c'est arrivé jusqu'en 1841. Il faut attendre 1841 pour que ça soit James Braid, qu'on appelle le Braidiste, qui parle de l'hypnose, qui définit le mot hypnose. Parce qu'avant, on parlait de. Ça va faire plaisir aux magnétisants, on parlait de sommeil magnétique. C'était Mesmer, mais Mesmer en 1704 avec un S seulement. Le Mesmer d'aujourd'hui, c'est deux S. Et donc, ils ont commencé, ces médecins à l'époque, ils ont commencé à faire les premières opérations sous sommeil magnétique, donc. La première, c'était en 1829, c'était avec Jules Cloquet. Jules Cloquet, je crois que c'était une opération au niveau d'un sein, tout ça. Ils ont fait plusieurs opérations avec du sommeil magnétique, et puis après, ça s'est amélioré, comme tout, ça ne demande qu'à grandir. Et puis ensuite, il y a eu 1891, il y a eu Bernheim qui est arrivé avec l'école de Nancy, pour ceux à qui ça parle, et c'est lui qui a développé la psychothérapie, les suggestions. Et donc ça a une petite amélioration déjà, parce que James Briggs avait défini l'hypnose un peu. Bernheim lui parle de psychothérapie, de suggestion, et donc on commence à parler un petit peu mieux avec des suggestions. On suggère à la personne de changer quand on la met dans un état d'hypnose. Et ça s'est opposé à Charcot, lui qui était à la Salpêtrière à Paris, et lui qui n'était pas tout à fait d'accord et qui disait que c'était plus ou moins assimilé à une hystérie féminine. Bref, tout ça. Après, il y a eu Freud, il y a eu Jung, il y a eu plein de gens qui sont intéressés à l'hypnose. Il y a eu Erickson, donc d'où l'hypnose ericksonienne, qui lui a utilisé les suggestions, mais ce qui fait la particularité d'Erickson, c'est qu'il était très très rusé. Donc c'est une sommité au niveau de l'hypnose. Et il y a eu des livres, il a écrit des livres, tout ça. Et bref, après, ça a été encore plus modernisé, modélisé. Il y a eu l'arrivée de la PNL, les années 70. Alors la PNL, pour en parler vite fait pour ceux qui ne connaissent pas trop, c'est la programmation neurolinguistique, c'est Virginia Satir, Brandler, Gringer qui ont étudié comment parlaient les gens, la programmation, la structure de la parole, tout ça. La PNL, c'est le métamodèle, c'est comment les gens réfléchissent. Et en fait, ils ont trouvé qu'avec ça, on pouvait essayer de changer, de changer comme ça en faisant certains protocoles, en faisant certaines choses,
en étudiant le métamodèle des gens. Donc, et puis ils se sont dit, tiens, pourquoi pas allier ça à l'hypnose. Et ce qui fait que le PNL avec l'hypnose, eh ben, ça permet d'apporter des protocoles qu'on se sert aujourd'hui en hypnose ericksonienne. Voilà. Donc il y a eu ça, donc ça s'est développé. Après, bon, ça a donné la nouvelle hypnose. Le nom de la nouvelle hypnose a été donné par Daniel Arroise. Lui, c'est un hypnothérapeute qui était sexologue également, qui a développé ça. Et puis au début des années 90, on a remarqué, enfin, c'est pas moi, je faisais pas encore ça, on a remarqué que, enfin c'est Olivier Lockhart qui a remarqué ça, c'est-à-dire que quand on envoyait quelqu'un tout en bas, en hypnose ericksonienne, bah forcément, une fois qu'on a travaillé, on le ramène à un état normal de conscience, et en le ramenant à un état normal de conscience, la personne, bon, elle était pas trop réveillée. Et puis il s'est dit, tiens, si on continuait à la ramener. Donc il l'a ramené, les signes de transe ont disparu, puisque la personne était revenue à un état normal de conscience, mais il a continué quand même à la ramener. Et ce qui fait qu'en la ramenant, il l'a mis dans un état augmenté de conscience. En fait, c'est une expansion de conscience, si on veut aller par là. Et il a retrouvé, en fait, les signes de transe. Alors que la personne, elle n'était pas au fond d'elle, elle était en expansion. Elle était un peu comme connectée à tout. Et donc, avec les signes de conscience, c'est là que, finalement, ce qu'on appelle l'hypnose humaniste, l'hypnose de pleine conscience, est apparue. Voilà, on en reparlera tout à l'heure également de l'hypnose humaniste si cela vous intéresse. Alors pour l'hypnose ericksonienne, comment ça marche? Eh bien c'est simple, hein, c'est comme au début du live, je vous expliquais avec l'hypnose classique, l'hypnose de spectacle. Donc on fait une induction, on plonge la personne dans un état d'hypnose, jusqu'à là tout va bien. Et puis après, donc, on utilise une stratégie pour que la personne change, pour que la personne évolue, pour que la personne aille mieux. Et une fois que c'est fait, eh bien, on fait revenir la personne. Voilà. Donc, une séance d'hypnose, c'est quoi? Une séance d'hypnose, je dirais, au départ, c'est comme une enquête. Faut savoir mener une enquête. Et il paraît que dans une autre vie, je ressemblais à Colombo. Donc, au niveau des enquêtes, ça va, je réussis. Donc on mène une enquête, on fait une anamnèse, une détermination d'objectifs pour savoir le problème de la personne. Donc par exemple la personne va nous dire je manque de confiance en moi, j'aimerais avoir plus de confiance en moi, je voudrais perdre du poids, je voudrais arrêter de fumer, je voudrais arrêter de me ronger les ongles, etc. Bref, c'est toujours pour aller mieux. Donc ça c'est sa plainte, mais pourquoi, admettons, la personne veut arrêter de fumer, par exemple, pour prendre un sujet bateau? Eh ben, c'est justement là, c'est tout l'art de la détermination de l'objectif. Donc la personne, bah, ça peut juste parce qu'elle a décidé qu'elle sait que c'est pas bon pour sa santé, que ses vêtements sentent mauvais, que sa peau sent mauvais, qu'elle sent mauvais du bec, qu'elle a besoin de plus d'argent. Donc là, bon, bah, c'est un cas simple, on va dire. Donc on va pas aller plus loin que ça. Si on a fait le tour de la question, tout ça, on la plonge en état d'hypnose, jusqu'à là ça va. Après, donc, on fait un petit protocole, quelques suggestions, tout ça, pour relatif à la compulsion, aux addictions. Hop, on la fait revenir. Et puis, normalement, elle, elle n'a plus envie de fumer. Ou alors, il faudra encore une séance ou deux séances, rarement plus de deux, trois séances, pour qu'elle arrête de fumer. Et puis, il y a des fois, ça marche pas. Et pourquoi ça marche pas? Parce qu'il y a peut-être le cas d'une autre personne qui a envie de fumer, qui a envie d'arrêter de fumer, pardon. Et puis elle, elle fume parce que quand on fait le tour, quand on fait cette anamnèse, cette détermination d'objectif dont je vous parlais tout à l'heure, eh bien c'est parce que peut-être que quand elle était enfant, ça se passait bien à la maison, mais tous les dimanches, enfin tous les jours, papa fumait, maman fumait, et puis elle a dû partir loin, cette personne-là, admettons que ses parents qu'elle habite à Havane, en Bretagne, qu'elle habite à l'autre bout du monde, ou à Paris, ou à Marseille, eh bien inconsciemment, pour rester fidèle un petit peu à la valeur proche de ses parents, eh ben, elle va continuer à fumer. Elle va pas le savoir, parce que ça va être inconscient de son côté. Donc c'est au thérapeute, c'est à l'hypnothérapeute, de fouiller un petit peu
pour savoir si ça n'a pas marché du premier coup. C'est à l'hypnothérapeute de fouiller un petit peu, de mener l'enquête, comme je disais tout à l'heure, pour trouver ce qui ne va pas, pour trouver la cause en fait. La cause, on va chercher l'intention positive, si vous voulez, ou les bénéfices secondaires, et c'est ça qu'il faut trouver. Donc, si vous vous dites, bah tiens, ça n'a pas marché parce que je suis allé voir un tel, j'ai pas réussi à arrêter de fumer, eh ben c'est parce que l'enquêteur était mauvais. Donc, bah, faut changer d'enquêteur parce que l'hypnose, comme je vous disais en préambule, l'hypnose c'est un état naturel, ça marche assez facile, mais c'est parce que ben il n'a pas su trouver la cause exacte. Et ça, on verra que on peut faire ça différemment tout à l'heure avec l'hypnose humaniste, parce que l'hypnose humaniste c'est un peu plus le langage de l'inconscient. Et vous savez que pour ceux qui s'intéressent à l'inconscient, l'inconscient c'est le langage des symboles, donc on travaille plus en symboles. Donc voilà, ça c'est pour le tabac, tout ça par exemple. Mais pour une séance d'hypnose, bah, on dit qu'il faut à peu près 5-6 séances. C'est de la thérapie bref, il faut à peu près 5-6 séances. Donc moi je sais que la plupart des séances, c'est 3-4 séances grand maximum pour à peu près n'importe quel sujet, sauf les personnes au niveau qui sont très dépressifs. Ouais, ouais, la dépression, là, c'est assez difficile. Les personnes qui sont prêtes à se suicider, des choses comme ça, qui sont vraiment genre une serpillière, pour les remonter du trou, déjà pour les sortir du puits, c'est déjà du boulot. Et après, une fois qu'ils sont sortis du puits, il faut les aider encore à grandir. Donc là, il y a du boulot. Mais donc pour commencer une thérapie en hypnose, il bah, faut que la personne déjà le veuille, il faut qu'elle soit d'accord. Parce qu'en fait, on ne fera jamais faire à une personne ce qu'elle n'a pas envie de faire. Hein. Pour faire la comparaison avec l'hypnose de spectacle, les spectacles de Mesmer que vous avez peut-être vu, au début, il y a que 5-10% des personnes qui sont très suggestives, c'est-à-dire qu'on claque des doigts, ils vont faire dodo. Ça, c'est assez rare, quoi. Oui, c'est 10% des personnes. Parce qu'elles ont accepté de jouer le jeu, tout ça, comme les deux exemples là, que je vous citais tout à l'heure. Et bah, pareil, c'est pareil dans un cabinet d'hypnothérapie. Si vous venez pour une addiction, une compulsion, une phobie, une allergie, bah, faut que vous soyez d'accord un petit peu pour lâcher prise. Il ne faut pas que vous essayiez d'aller contre le thérapeute, autrement ça ne fonctionnera jamais. Faut qu'il y ait une alliance thérapeutique, comme on dit. Donc c'est au thérapeute de créer cette alliance, et puis c'est à la personne également d'enlever un petit peu son armure, se dire un petit peu que oui, ça pourrait marcher, quoi. Et oui, parce qu'il y a des personnes des fois qui viennent nous voir, qui essayent de nous rentrer dedans, qui rentrent en criant fort. Il y a des personnes qui sont assez particulières. Hein. Et donc c'est à nous, le thérapeute, de s'adapter aux personnes. Et en fait, on n'est pas là pour juger la personne, parce qu'un hypnothérapeute bien formé, il doit avoir toutes les croyances possibles et imaginables. Hein, on n'est pas là pour juger la personne, on est là pour accepter, discuter et voir avec elle où sont les problèmes, où sont les causes, et essayer de résoudre les causes par une ou des séances d'hypnose. Voilà. Donc, je fais une petite pause, je regarde s'il y a des questions. Je n'ai jamais essayé, je ne sais pas si je me laisserai faire. Ben, faut essayer, comme ça vous saurez. J'imagine que vous êtes sur Vannes. Oui, je suis à côté de la mairie, rue Joseph Lebris, en face de la mairie. Est-ce que ça marche à distance? Oui. Oui, Sabrina, ça marche à distance puisque c'est les mots, c'est la parole. Moi, dans mon cabinet, il y a un fauteuil, il y a un siège, un tabouret. C'est soit le thérapeute sur le fauteuil, soit le thérapeute sur le tabouret. Et je parle uniquement à la personne. Ça m'arrive très rarement de la toucher. Et ben, c'est même exceptionnel. Donc, qu'il y ait un écran au milieu, bon, il y a juste quelques précautions à prendre. On met la personne, on met ce qu'on appelle des fusibles en place. C'est-à-dire qu'on va juste lui dire, mais ça arrive très rarement avec Internet maintenant, que ça se coupe, surtout quand c'est en ville ou tout ça. Là, vous voyez, ça fait déjà quelques minutes qu'on parle et la communication se passe bien. On lui dit juste que si elle n'entend plus ma voix pendant 2 minutes, eh bien elle reviendra à son état normal de conscience. Et ça se fait tout naturellement, puisque l'inconscient est très précis pour ça. L'inconscient, lui, on lui dit, tiens, comme vous pouvez essayer ça pour ceux qui font de l'auto-hypnose, vous pouvez essayer ça dans le bus, dans les 3 prochains arrêts, j'ouvrirai les yeux. Et hop, vous allez voir, ça marche super bien. Pour les stations de métro à Paris également, s'il y a des gens qui nous écoutent, où il y a des régions où il y a des métros, ça marche très bien également. Donc voilà.
à ce niveau-là. Donc, oui, donc essayer thérapeute. Et je parlais donc de l'auto-hypnose. Donc on peut faire à travers les écrans, oui, et l'auto-hypnose, eh ben on peut pratiquer aussi l'auto-hypnose. Donc il suffit juste, alors vous avez des vidéos que vous pouvez écouter sur Internet, sur YouTube, celle d'Olivier Lockhart par exemple, dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont très bien. Il y en a même des récentes là, qui sont sur les problèmes de Covid-19, qui aident à accepter, à aller mieux pour sa santé, tout ça. Et c'est juste, l'auto-hypnose, c'est plus à visée auto-personnelle, c'est plus pour aller mieux, faut faire du mieux-être. C'est moins évident de chasser une compulsion, chasser une allergie, chasser une phobie, par exemple, parce que là, c'est quand même mieux d'être accompagné pour faire ça. On fera un petit exercice tout à l'heure, assez rapide, pour ceux qui veulent et qui ont envie de participer. Alors voilà, donc j'étais aux questions, donc je regardais. Voilà. Laurence, oui, bonjour, bonjour, bonsoir. Possible une expérience en live ce soir. Oui, Pierrick, on va faire ça. Donc voilà, donc en hypnose, pour faire un peu de théorie, donc vous savez que le cerveau, il y a le conscient et la partie inconsciente, donc je vous ai déjà parlé tout à l'heure. Ce qu'on fait, nous, on est en parlant, donc avec les mots, même à travers l'écran, on essaie de dépotentialiser le conscient, c'est-à-dire, ben, là je vous parle, hop, on essaie, pour faire, parce que le conscient, c'est la partie immergée de l'iceberg. Émergée de l'iceberg. Et l'inconscient, c'est la grosse partie sous l'eau. Donc comme c'est la grosse partie, c'est le patron, l'inconscient est toujours présent. L'inconscient, il est présent jour et nuit, par exemple, parce que là, vous, consciemment, la nuit, vous dormez, jusqu'à preuve du contraire, ça se passe bien. Et par exemple, si vous avez décidé de vous coucher sur la droite en vous endormant, il est fort probable que le matin, en vous réveillant, vous êtes de l'autre côté. Mais c'est pas vous qui avez fait ça, puisque vous étiez endormi. Ben non, c'est votre inconscient. Parce que peut-être que pendant la nuit, vous avez mis le nez sur l'oreiller et que vous aviez du mal à respirer. Bien, votre inconscient, il dit hé, pépère, on tourne. Et donc, il prend soin de vous, l'inconscient. Il prend soin de vous, il prend soin de vous au quotidien. Pareil, vous conduisez, vous voyez un gamin qui traverse la route sans prévenir. Vous dites qu'il faut que je freine. Le temps que vous dites faut que je freine, vous avez déjà le pied sur le frein. Ah oui, pourquoi? C'est ce qu'on appelle, c'est un autre petit truc aussi, c'est ce qu'on appelle la loi de la demi-seconde. C'est-à-dire que votre conscient perçoit l'information, parce que tout est fait d'information, selon la physique quantique, une demi-seconde après l'inconscient. C'est pour ça que votre inconscient a dit mets le pied sur le frein, et que vous, une demi-seconde après, vous dites faut que je freine, il y a un gamin qui traverse. Et ça, c'est vérifiable, c'est scientifique, c'est ce qu'on appelle la loi de la demi-seconde. Et, et c'est pour ça que des fois, vous faites des gestes comme ça, et puis parce que, je sais pas, parce qu'il y a quelque chose qui tombe, il y a le paquet de sucre qui tombe, le paquet de café, quand vous êtes dans votre cuisine, par exemple. Donc voilà, donc ça, donc on dépotentialise l'inconscient, voilà. Et puis en fait, on parle avec cette partie donc émergée de l'iceberg qui s'occupe de vous en toute sécurité, parce que votre inconscient c'est comme une bande mémoire un petit peu. Si vous voulez, depuis votre naissance, ben, l'inconscient il se rappelle de tout. C'est pour ça que des fois vous avez qu'on appelle des comportements inconscients. Que pour qui, pourquoi, ben, vous faites des choses aujourd'hui ça vous plaît pas parce que vous êtes adulte, mais c'est parce qu'il s'est peut-être passé quelque chose dans l'enfance. Alors ça, dans l'enfance, eh bien, en fait, on se construit. Donc là, on va faire un petit peu de psychothérapie. On se construit jusqu'à l'âge de 0 à 7 ans. Et c'est ce qu'on appelle, à 7 ans, c'est pour ça qu'on appelle ça l'âge de raison. Mais surtout, vous formez un petit peu votre caractère, pas à 7 ans, mais plutôt vers 4 6 ans, tout ça. Et en fait, tout ça, ça fait que vous formez votre caractère, et tout ça, ça crée certains comportements que inconsciemment vous transportez jusqu'à votre vie d'adulte. Et puis dans votre vie d'adulte, vous apercevez souvent que vous avez des blessures de rejet, des blessures d'abandon, des blessures d'humiliation également, des blessures d'humiliation qui sont très importantes comme les blessures d'abandon. Eh bien, pourquoi vous avez ces blessures? C'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est produit dans votre enfance vers l'âge de 4 6 ans, que inconsciemment vous avez oublié, parce qu'à bon, à cet âge-là, on ne se rappelle pas de beaucoup de choses, mais que votre inconscient, lui, il n'a pas oublié. C'est pour ça qu'en hypnose, on va contacter l'inconscient. L'inconscient, on peut le contacter facilement. Hein, pour ceux qui ont déjà fait de l'hypnose, vous connaissez ça.
Et puis on lui apprend à trouver de nouveaux comportements qui sont utiles. Ou alors on fait de la psychothérapie, c'est-à-dire qu'on travaille sur nos blessures. Donc ça, les blessures, on travaillera plus ça en hypnose humaniste. Parce qu'en hypnose humaniste, on ne plonge pas, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on monte pour prendre contact avec la grande conscience, le je, c'est les pulsions, c'est un peu le ça, tout ça, un peu le moi. En fait, c'est là que viennent l'information, c'est là que viennent les idées. On va un peu bosser là-dedans, dans ce grand champ d'énergie, parce que dans ce grand champ d'énergie, en fait, en hypnose humaniste, on travaille sur des symboles. Donc la personne n'a pas besoin, on ne fait pas de suggestion, c'est la personne qui travaille elle-même. On a juste à la guider, mais elle n'a pas à revivre la mauvaise expérience. On ne l'emmène pas vers ce qui s'est produit. Elle va trouver, on va lui parler par exemple pour le tabac, elle va trouver un symbole qui correspond à ça. Pour une blessure émotionnelle, blessure de l'abandon, blessure du rejet, tout ça. On va travailler même pas sur des symboles, là on va travailler sur les archétypes. Les archétypes, c'est des ensembles universels de ce qui se passe. Voilà. Donc je vous expliquerai ça tout à l'heure. Et donc la personne, elle change son symbole, elle transforme son symbole. Et en fait, là, pareil, c'est de l'hypnose et la personne va mieux. Mais elle n'a pas à revivre tout son passé. Parce que la personne, normalement, elle doit pousser droit, comme une tige de blé, admettons. Et puis à cause des blessures, elle a poussé de travers. Donc avec l'hypnose humaniste, on aide la tige à aller un petit peu mieux et pousser tout droit. Voilà, donc voilà, c'est aussi simple que ça. Enfin, aussi simple, mais c'est du boulot également. Et là, pareil, que ce soit en hypnose ericksonienne, hypnose humaniste, nouvelle hypnose, faut à peu près, pour un problème simple, un objectif simple, 3 à 4 séances, peut-être 5, pourquoi pas. Voilà, donc, je regarde s'il y a des questions. Pourquoi certains ne sont pas réceptifs? euh, Non, si vous avez suivi depuis le début, en fait, l'hypnose est un état naturel. Donc, si vous n'êtes pas réceptif, c'est que ce qu'on appelle l'induction. L'induction, c'est un chemin. On vous emmène sur un chemin comme votre mère vous emmenait sur le chemin pour aller à l'école. L'école, c'est l'état d'hypnose, et il y a le chemin pour aller à l'école. Eh bien, c'est que le chemin, il n'a pas été assez long, vous n'avez pas pris le bon chemin pour aller dans l'état d'hypnose. Mais tout le monde est réceptif à l'hypnose, que ce soit d'une manière naturelle ou que ce soit d'une manière accompagnée avec un hypnothérapeute. Mais pour être en état d'hypnose, donc, il faut faire ce qu'on appelle une induction. Une induction, ça peut durer un quart d'heure, 10 minutes, une demi-heure, ça dépend des personnes. En règle moyenne, 10 à 15 minutes, ça suffit en hypnose ericksonienne, et c'est un petit peu plus long en hypnose humaniste, il faut à peu près 20 minutes. Par contre, alors pour les personnes qui n'ont jamais fait d'hypnose, est-ce qu'en hypnose, est-ce que d'après vous, en état d'hypnose, est-ce que vous dormez ou pas? J'aimerais bien qu'il y ait des personnes qui répondent là, dans le chat live. Est-ce que selon vous, vous dormez ou pas en état d'hypnose? Oui, non? N'hésitez pas à mettre des petits likes aussi, des petits cœurs. Hein, je vois on est 43 là. Hein. Donc en fait, en état d'hypnose, on ne dort pas. On ne dort pas. On entend ce que dit le thérapeute. Parce que pas mal de gens pensent qu'on dort. Bah non, on dort pas. Moi, ça m'est arrivé une fois. Ça m'est arrivé une fois que j'ai un monsieur qui est venu me voir, justement pour une histoire de mal-être, de dépression, tout ça. Et il me dit merci pour les petits cœurs. Ce monsieur qui est venu me voir pour une dépression, il me dit comme ça qu'il est allé voir plusieurs hypnothérapeutes. Et il me dit ça marche pas. Il fait, je sais pas, 4, 5, 6 séances d'hypnose. Hein, ça marche pas. Bon, alors je dis on va essayer. Donc je fais la détermination d'objectif, comme on parlait tout à l'heure. Et puis je commence à faire mon induction pour le plonger dans un état d'hypnose. Et puis j'avais même pas parlé depuis une minute, ce brave monsieur, d'un âge certain, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas les signes de transe et il dormait carrément. Et c'est là que je me suis dit, il peut voir 10, 50 hypnothérapeutes, s'il dort, c'est sûr que ça va rien faire, ça va pas marcher. Donc je l'ai ramené, je lui ai dit, vous sortez du fauteuil, vous allez sur le tabouret. Et c'est moi qui me suis mis dans le fauteuil,
J'ai continué le job, déjà pour qu'il soit moins confortable, et je lui ai pris la main. Je lui ai demandé de l'autorisation, bien évidemment, de lui tenir la main, et je lui ai tenu la main, et pendant toute mon induction pour l'emmener en état d'hypnose, je faisais même des pressions également sur la main pour pas qu'il parte. Et là, en fait, il était donc dans un état d'hypnose, un état modifié de conscience, état d'hypnose normal. Et là, on a pu faire de la thérapie, et maintenant, il va mieux, ça se passe bien. Voilà, donc on ne dort pas en état d'hypnose. On a parfois la sensation d'être plus en hypnose en profondeur que d'autres fois. Ouais, ça dépend. Parce que si vous voulez, l'état normal de conscience dont je parlais tout à l'heure, admettons, c'est menton-là. Là-haut, c'est plus de conscience, c'est hypnose humaniste. Et puis là, admettons, vous avez le sommeil. Ma main qui est ici, sommeil. L'état d'hypnose, c'est ce qui est entre les deux. Donc que vous soyez juste en dessous de l'état de conscience normal ou que juste au-dessus de l'état de sommeil, vous êtes en état d'hypnose. Donc il y a des personnes, ils sont presque endormis, mais ils ne sont pas endormis. Il y a des personnes, ils ont juste fermé les yeux, mais c'est une hypnose légère, mais c'est de l'hypnose quand même. Il n'y a pas de profondeur de transe en hypnose. Donc qu'on soit là ou qu'on soit là, on est en état d'hypnose. Ce qui est pas bien, c'est que si on est en dessous ici, c'est-à-dire qu'on est en sommeil. Là, ça ne marchera pas. Vous aurez bon, l'hypnothérapeute aura bon vous parler pendant des heures et des heures, eh bien rien ne se passera, à part que le monsieur aura fait une bonne nuit. Par contre, en état d'hypnose, c'est vrai que 10 minutes d'hypnose équivaut à 3 heures de sommeil. Donc c'est pour ça que la plupart des gens, après une séance d'hypnose, en se réveillant, eh bien, en se réveillant, ils bâillent, ils ont froid pour certains, parce que c'est comme s'ils enlevaient la couverture, c'est comme s'ils sortaient de leur lit, et puis ils vont beaucoup mieux tout ça. Et donc on a besoin de les ramener. En hypnose humaniste, c'est différent. Quand on ramène la personne, comme elle est dans un état augmenté de conscience, on a besoin de la ramener, puisque on l'a fait capter le soleil, tout ça, on lui fait capter la lumière, on lui fait capter toute l'information, tout ce qu'il y a à voir. Et il y a juste à lui faire ouvrir les yeux et la personne elle vibre. J'ai souvent des personnes après une séance d'hypnose humaniste qui me disent je vibre de partout, j'ai l'impression de pétiller comme des bulles de champagne, je me sens super bien à l'intérieur. C'est ça l'avantage de l'hypnose humaniste, c'est assez rapide et c'est assez bluffant également. Oui, je confirme, tout à fait. Voilà, et il y a des gens qui n'ont plus de problème et qui viennent également nous voir pour faire un petit peu de la thérapie de thalasso, si on veut dire, de confort, ce qu'on appelle le bain d'hypnose. Le bain d'hypnose, c'est ce que je fais des fois en Facebook Live ou sur Zoom. On fait des séances, surtout en ce moment avec le confinement. Et sur Zoom, on se retrouve à une dizaine, quinzaine de personnes, et puis voilà, juste une hypnose pour aller mieux, donc pour être bien, pour être détendu. Donc il n'y a pas trop d'objectifs bien ciblés, c'est de l'hypnose collective. Et puis je parle comme ça avec des suggestions, comme faisait Erickson. Je raconte des belles histoires, et puis les gens, ben, ils font un bon voyage, on les envoie à la plage, on les envoie sur la muraille de Chine, on les envoie voyager un petit peu. Parce que l'hypnose, c'est un langage vague, donc c'est avec des suggestions, l'hypnose ericksonienne, c'est des suggestions, mais la personne s'approprie la suggestion pour elle-même. C'est pour ça qu'on est obligé d'employer du terme vague. On va pas dire vous allez sur la route nationale 165, au niveau de texte, juste à droite après la station essence. Bah non, parce que si la personne elle est de Nancy, ou de Paris ou d'ailleurs, ça va absolument pas lui parler. On clash et la personne, elle ne fera pas une belle séance d'hypnose. C'est pareil, si la personne en hypnose ericksonienne qui vient pour un problème X ou Y et qu'on l'emmène dans un beau paysage de montagne et qu'elle a la phobie de la neige et de la montagne, ça ne marchera pas tellement. Il faut plutôt l'emmener vers le bord de mer, tout ça. Donc voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça marche bien pour les insomniaques, Oui, ça marche bien. Il suffit juste d'essayer. Ça marche bien pour les problèmes de sommeil également. Ça marche bien également pour les gens qui... Comment ça s'appelle déjà qui parlent la nuit, qui bougent la nuit, les somnambulistes, voilà. Hein. Ça marche bien pour... Pouvez-vous parler de l'hypnose à l'hôpital pour les opérations? Alors, pour l'hypnose à l'hôpital, donc on fait de l'hypnose ericksonienne. Et donc l'hypnose ericksonienne, ça dissocie l'inconscient du conscient. C'est-à-dire qu'il y a le corps calleux qui est entre les deux, on dissocie au niveau du cerveau. Et à partir du moment où c'est dissocié, euh, le fait d'être en état d'hypnose, là c'est l'état d'hypnose enlève toutes les sensations kinesthésiques, c'est-à-dire la plupart du toucher.
augmenté de suggestion. Donc la personne, vous pouvez en état d'hypnose ericksonienne, vous pouvez vous amuser à pincer le doigt, la cuticule du doigt à une personne. Une fois qu'elle est en état d'hypnose, elle va pratiquement rien sentir. En plus, on ajoute des suggestions pour dire que les petits oiseaux chantent, que son jardin est beau, etc. Et la personne, elle est complètement ailleurs, et elle pense plus du tout à son petit doigt. En plus, il faut toujours savoir qu'à l'hôpital, il y a une petite anesthésie locale quand même. Il n'y a pas d'anesthésie générale, mais il y a une petite anesthésie locale. Donc c'est comme ça que ça marche. Le fait d'être dissocié enlève la douleur. C'est exactement ce qu'on utilise en dentisterie, chez les dentistes également. Ça marche très très bien chez les enfants. Ils les font rentrer dans une histoire où le gamin il se retrouve avec sa Game Boy ou sa manette de jeu dans la main. Ils lui font faire un jeu hypnotique hein, de son héros de PS3, admettons, de PS4. Et puis le gamin, il est tellement absorbé dans son jeu. On peut lui dire que, tiens, si tu sens quelque chose de bizarre dans la bouche, ben, il y a un bouton spécial pour diminuer la douleur. Enfin, c'est tout un jeu de suggestions, d'histoire, et le gamin, lui, il est dans son jeu, et le dentiste, il est dans ses dents. Et voilà, et ça marche très bien comme ça. Pour le poids, bah pareil, il faut savoir d'où ça vient. Comme j'expliquais tout à l'heure pour le tabac, si c'est la personne qui a des compulsions alimentaires, c'est-à-dire qui a toujours un petit peu des gâteaux dans son placard ou dans son sac à main, qui ne peut pas s'empêcher de manger, eh bien là on fait un protocole relatif aux compulsions, aux addictions. Mais par contre, si c'est une personne qui mange pour se protéger, parce que bah, y a des personnes qui mangent pour se protéger parce qu'ils ont trop de travail, donc ils ont l'impression d'avoir quand ils ont du poids. Pour les femmes, ça les protège. Ou les hommes, pour certains hommes, pas pour tous, ça leur donne une certaine stature d'avoir du poids. Donc inconsciemment, ils font ça parce qu'ils ont peut-être connu un père qui était comme ça ou une figure de leur enfance qui était comme ça. Ou alors c'est peut-être une blessure, voilà, qu'on parlait tout à l'heure, c'est peut-être une blessure d'abandon, une blessure d'humiliation, que voilà, c'est comme pour les personnes qui ont besoin de confiance en elles, si quand elles étaient tout petites, elles ont entendu dire oui, mon pauvre bonhomme, tu réussiras jamais, tu n'arriveras jamais à rien, tu feras jamais rien de ta vie, eh bien ces personnes, à l'état d'adulte, elles seront en échec permanent, elles n'arriveront jamais à rien finir. Alors là, j'entends déjà des gens qui disent ah, j'aurais jamais dû dire ça à mon enfant. Ne vous inquiétez pas, ça fait partie de la construction psychologique des personnes, mais faut juste adapter ça, faut pas en rajouter quoi. Bon, ça. Après, il y a des hypnothérapeutes qui sont plus adaptés pour les enfants. Les enfants, c'est à part. Faut rentrer dans leur monde. Faut comme avec chaque personne, faut être sur la même longueur d'onde. Et on en revient au quantique, hein, ce que je disais tout à l'heure, sur la même longueur d'onde. Et vous, peut-être que vous dites ça également dans votre vie de tous les jours, quand vous allez, je sais pas, chez votre médecin pour trouver un emploi, pour rencontrer une personne. J'espère être sur la même longueur d'onde d'elle pour que ça passe. Mais le thérapeute, c'est ça, il faut qu'il soit sur la même longueur d'onde que son patient. Donc on essaye d'être sur la même longueur d'onde, et à partir du moment où on est sur la même longueur d'onde, il y a l'alliance thérapeutique, et ça marche. Faut-il des prédispositions pour être hypnothérapeute dit Fred, dit Olivier. Euh, ouais, faut aimer son prochain, c'est tout. Faut avoir envie d'aider. Puis après, à partir du moment où on a envie d'aider, bah après le reste suit. Puis faut bien se former surtout. Le problème, c'est que maintenant, c'est comme c'est un peu à la mode, l'hypnose, on voit des formations qui fleurissent à tous les coins de rue. Peut-être pas quand même, mais bon, il y en a plus qu'il y a 20 ans. Et, euh, et après, il bah, faut trouver la bonne formation, quoi. Hein, l'hypnose peut-elle aider à l'acceptation du décès d'un proche? Oui, c'est une des spécialités de l'hypnose d'ailleurs, pour être apaisé. C'est ce qu'on fait des protocoles de deuil, si vous voulez. Donc c'est souvent la personne par exemple, une femme qui a du mal à évoluer dans sa vie, tout ça, qui a du mal à grandir, parce qu'après un divorce, admettons, bah ça va pas, elle repense sans arrêt à lui, ou elle a l'impression qu'il est toujours là collé à elle, et que dès qu'elle va prendre une décision, ça va pas le faire, ça va pas aller, parce qu'elle l'a encore dans la tête, tout ça. Ou alors elle est tombée sur un pervers narcissique, ce qui arrive aussi, et elle est complètement traumatisée par ce type-là, parce qu'il en a fait voir des vertes et des pas mûres, quoi. Et bah, pour couper ce lien d'énergie, ce lien émotionnel, on fait ce qu'on appelle un protocole de deuil, qui se pratique aussi bien en hypnose ericksonienne qu'en hypnose humaniste. Moi, je le pratique plus en hypnose humaniste, que c'est la personne qui le vit de l'intérieur. Et comme elle n'est pas plus ou moins inconsciente, elle sent que
et sans que ça bouge bien. Et on fait un protocole de deuil, et après la personne, ça permet de couper le lien émotionnel, et elle est libérée, et elle se sent beaucoup mieux. Là, je pense que dès la reprise, après le confinement, on en aura pas mal à faire avec, malheureusement, les décès rapides qu'il y a eu, avec les personnes qui n'ont pas pu assister aux enterrements. Là, je pense que... Voilà, alors je suis impressionné. Oui, justement, bonjour Aude. Quelles sont les bonnes formations dans le Morbihan? Je sais pas. Moi, je me suis formé à Paris auprès de l'IFHE, il y a une bonne dizaine d'années maintenant. À l'époque, quand je me suis formé, il y avait deux écoles à Paris, sachant que la deuxième école, l'Arche, pour ne pas la nommer, le patron de l'Arche était formé à l'IFHE. Donc j'ai dit autant me former au bon Dieu qu'à ses saints. Donc je me suis formé à l'IFHE. Et en plus, c'est la seule école, c'est une des plus grandes écoles d'Europe, et c'est eux qui enseignent également l'hypnose humaniste. Et puis après, ben, depuis forcément tout ce temps-là, aujourd'hui en 2020, ben, il y a plein d'écoles. Vous en avez à Rennes, vous en avez qui sont réservées aux soignants. Après, faites-vous votre propre opinion. Allez fouiller sur le net, écoutez, ouvrez grand vos oreilles, renseignez-vous, allez dans des forums. Et puis je pense que bah, vous ferez votre propre opinion. Il faut quelque chose qui passe en vous. Il faut être, comme je disais tout à l'heure, sur la même longueur d'onde que votre école. Il faut que sa philosophie fonctionne avec votre philosophie. Voilà. J'espère avoir répondu à votre question, Olivier. Voilà, est-ce que... Alors attendez, je vais regarder l'heure, parce que je pars... Ah, c'est en moins le quart. Est-ce que ça vous dirait de faire un petit exercice, mais super sympa? Juste pour prendre conscience qu'il se passe des choses des fois qu'on ne maîtrise pas. Que, vous savez, l'histoire de l'inconscient, la partie émergée de l'iceberg, qui est toujours présent H24 et qui vous fait faire des trucs que bah, consciemment vous vous dites c'est impossible. Hein. L'hypnose conversationnelle, c'est ce que je suis en train de vous faire depuis une heure pratiquement. Mais c'est non, c'est pas pareil que l'hypnose humaniste. C'est l'hypnose conversationnelle, c'est quelque chose que qu'on utilise consciemment avec la personne plus ou moins. Et on essaye par des métaphores, par des jeux de langage, on essaye de la faire changer. Mais ça, c'est un autre domaine. C'est tout un domaine particulier, l'hypnose conversationnelle. Donc, pour le test, enfin le test, la mini-séance, c'est très simple. Hein. On va faire juste... faut être un peu visuel comme on est à l'écran. Vous allez juste mettre vos mains comme ça devant vous. On va le faire deux fois. On va faire une première fois simplement, pour voir avec ceux avec qui ça marche. Et puis, vous allez mettre les mains devant vous, comme ça, espacées de oui, 10-20 cm, comme je les ai à l'écran. Et puis, ben, vous pouvez soit garder les yeux ouverts, mais bon, le mieux, c'est de fermer les yeux. Donc, les mains comme ça, vous fermez les yeux, et puis, tranquillement, prenez une bonne respiration, vous mettez bien dans votre siège ou dans votre fauteuil dans lequel vous êtes. Et puis, ben, vous prenez conscience de vos mains, vous essayez de sentir un petit peu la chaleur qui existe dans vos mains, là, un petit peu sentir chacun de vos doigts, le pouce, l'index, l'annulaire, le majeur, tout ça. Essayez de ressentir un peu la chaleur de vos mains, essayez de ressentir ce qui se passe, comment ça vibre. Il y a peut-être un coin plus froid ou un coin plus chaud dans vos mains. Et puis une fois que vous avez fait ça, ben, vous imaginez tout simplement que dans chacune de vos mains, il y a un peu comme un aimant. Voilà, un aimant au creux de votre main. Et qu'est-ce qu'ils font les aimants? Bah forcément, les aimants, c'est une loi physique, c'est naturel, ils s'attirent. Et vous allez simplement laisser faire vos mains avec ces aimants à l'intérieur, et vous allez vous apercevoir que bah, vos mains commencent à bouger tranquillement, à s'attirer l'une vers l'autre. Et ça, c'est de l'hypnose, il y a rien à faire, il y a juste à laisser faire. Comme diraient certaines personnes, il y a juste à laisser faire et observer ça les yeux fermés derrière vos paupières, que finalement, eh bien, vos mains se rapprochent. Parfois, certaines personnes ont les mains un peu lourdes, donc là, il suffit de mettre un plus gros aimant. Donc, vous rajoutez un aimant au creux de la main. Et puis, un aimant surpuissant, surdimensionné, là, vous allez voir, les mains vont se rapprocher encore 2 fois plus vite. Et puis, ben, au bout d'un certain moment, les mains, elles vont se coller. Elles vont venir s'imbriquer l'une dans l'autre, tout simplement. Alors voilà, vous laissez faire, les mains qui se rapprochent, tout ça.
et puis les mains qui se collent. Voilà. Une fois que les mains sont collées, ou une fois que les mains ont commencé à bouger, on ne va pas aller jusqu'au bout de l'expérience, bah vous pouvez rouvrir les yeux tout simplement. S'il y a eu juste un commencement d'exécution, si les mains ont commencé à bouger, bah, ça demanderait peut-être un peu plus de temps chez certaines personnes. Pour d'autres personnes, c'est très rapide. Ça dépend de la force, la suggestibilité de chacun. Eh bien, les mains se rapprochent comme ça, plus ou moins. Donc, n'hésitez pas à me faire quelques retours pour me dire si certaines personnes ça a bougé. Chez d'autres, impressionnant. Mélissa, ouais, voilà. Parce que ça, c'est de l'hypnose. Ça s'apparente plus ou moins à l'hypnose de spectacle, ça, mais c'est de l'hypnose. Et le mieux là-dedans, vous me direz, ça serait de mettre un objectif, de faire la thérapie avec ça. Hein. Donc, je ne sais pas, Mélissa, tiens, est-ce que ça te dirait, par exemple, de faire de la thérapie avec la même expérience? Expérience réussie, Marie, bravo. Est-ce que ça vous dirait de mettre un petit coup de thérapie en faisant la même chose? Ça marche super bien. Bravo Yvette. Je reste sans voix. Hein, parce que c'est bien beau de faire ça. Ça, je vous ai fait faire de l'hypnose. Bon, enfin, grosso modo, avec un petit peu d'entraînement, avec une petite formation, tout le monde peut faire ça. Mais si on mettait un peu de thérapie là-dedans, vous avez tous certainement. Alors, faut choisir un petit truc, je dirais pas banal, mais un petit truc léger. Aucune réaction. Bah oui, parce que justement, avec vous, Dominique, il faudrait peut-être un peu plus de temps. Voilà, tout simplement. Mais il y a des personnes chez qui ça marche. Mettez-vous un petit objectif, ça a marché, bravo Laurence. Mettez-vous un petit objectif. Est-ce que je voudrais par exemple avoir plus de confiance en moi? On a tous besoin d'avoir plus de confiance en moi. Est-ce que je voudrais me sentir plus légère ou plus léger? Vous pouvez même dire, tiens, je voudrais perdre 2 kilos, admettons. Est-ce que je veux plus en confiance en moi? Est-ce que j'aimerais bien moins fumer, m'aérer? Donnez-vous un petit objectif, quelque chose de positif. J'aimerais être plus souriant. euh, J'aimerais plus sortir, être plus présent avec mes enfants. Donnez-vous un petit objectif comme ça pour faire la deuxième version qui sera similaire à la première mais avec une visée thérapeutique. Donc moi ce que je fais souvent c'est j'aimerais avoir plus de confiance en moi. Donc là on va refaire le même exercice avec, on va faire pour l'objectif d'avoir plus de confiance en soi. Mais au lieu d'avoir un vide entre vos deux mains, on va y mettre un ballon imaginaire, tout simplement. Alors vous êtes prêts? Mettez les deux mains. Le ballon imaginaire, vous pouvez le mettre maintenant, un ballon, entre vos deux mains. Et puis vous fermez les yeux quand vous êtes prêts. Fermez les yeux, vous asseyez correctement, prenez une bonne position dans votre fauteuil, dans votre chaise. Vous pouvez également prendre une bonne position pour vos jambes également. Si elles sont pliées, vous pouvez les déplier ou inversement. Vous pouvez ressentir la chaleur au niveau de votre dos, de vos hanches, tout ça. Et puis, prendre conscience de vos mains, comme tout à l'heure. Sentir, pareil, cette chaleur. Maintenant, ça va être encore plus facile, parce que vous avez déjà fait l'expérience une fois. Prendre conscience de vos mains, de vos doigts, de la chaleur qui existe dans la main droite, d'une certaine chaleur également, ou une certaine température qui existe dans la main gauche. Et une fois que vous avez senti vos mains, senti l'aspect de vos mains, je vais vous demander maintenant de sentir le ballon, ce ballon qui se trouve entre vos deux mains. Et ce ballon, qu'est-ce que c'est qui se trouve entre vos deux mains? En fait, ce ballon, il rassemble tous les blocages relatifs à votre objectif, c'est-à-dire avoir plus de confiance en soi. Et dans ce ballon-là, il y a tous vos blocages, tout ce qui vous empêche d'avoir confiance en vous. Alors j'aimerais que vous appuyiez un petit peu avec vos mains sur votre ballon, là, ce ballon imaginaire qui représente tous vos blocages. J'aimerais que vous le sentiez, ce ballon, vous le sentiez, si vous pouviez lui donner une couleur à ce ballon, vous pouviez me dire, vous dire à vous, si vous vous parlez à vous à l'intérieur, vous dire à vous si ce ballon, est-ce qu'il est dur, est-ce qu'il est mou, est-ce qu'il est, est-ce que c'est une surface lisse, est-ce qu'une surface froide, est-ce que c'est une surface chaude?
Si ça se trouve, il y a même peut-être des piquants sur votre ballon et ça pique. Plus vous appuyez sur votre ballon, plus ça pique si ça se trouve. Il y a des gens qui ont des piquants sur leur ballon. Est-ce que c'est un ballon bien gonflé? Est-ce que c'est un ballon mou? Est-ce que c'est un ballon de rugby, un ballon de foot ou autre chose? Je ne sais pas. Toujours est-il que ce ballon, va falloir appuyer dessus de plus en plus à présent. Donc toujours les yeux fermés. Vous allez appuyer sur votre ballon à vous, que vous venez de vous décrire là, justement pour le dégonfler, en fait pour le broyer complètement entre vos mains. Alors allez-y, poussez toutes vos forces sur votre ballon, poussez de toutes vos forces sur vos mains pour détruire ce ballon, pour le dégonfler, en fait pour le faire disparaître, tout simplement. Alors allez-y, je vous laisse faire, car laissez la magie opérer, la magie de l'hypnose. Pour certaines personnes, ça se trouve, le ballon a déjà disparu, il s'est peut-être transformé comme un arc-en-ciel. Pour certaines personnes, c'est peut-être comme un tout petit ballon qui reste entre les mains, comme une bille, comme une mini-bille un peu, puis hop, qui tombe par terre. D'autres personnes auront peut-être d'autres ressentis. Et à présent, bien, vos mains peuvent se toucher. Il y a le ballon, les blocages ont disparu. Et au moment où vos mains vont se toucher, au moment où votre ballon aura disparu, bah, vous allez sentir comme une certaine vibration dans vos mains, vibration qui représente cette nouvelle estime de vous, cette nouvelle confiance en soi que vous avez. Et une fois que c'est fait, ben voilà, il n'y a plus qu'à revenir tranquillement, ballon disparu, et rouvrir les yeux, et de prendre une bonne respiration. Voilà. Et là, vous voyez, c'est. Alors, j'attends que tout le monde revienne tranquillement, le ballon a disparu, voilà pour Marie. Alors voilà, ça pourrait être une séance d'hypnose. Je l'ai mise en place, j'ai juste fait le scénario avant de commencer. Mais vous pourriez faire ça chez vous, tout simplement. C'est ce qu'on appelle l'auto-hypnose. Hein. Vous avez un problème, un souci, tout ça, bah, vous le mettez dans un ballon, vous le symbolisez. Alors ça peut être un ballon, si vous avez envie de prendre un œuf, vous prenez un œuf. Ça reste imaginaire. Vous pouvez prendre ce que vous voulez. Et puis essayer de faire ça à la maison. L'auto-hypnose, c'est très simple, hein, c'est vous qui pratiquez. Et puis ben, vous pouvez soit le faire vous-même si vous avez un petit peu d'expérience. Ballon écrasé et disparu, bravo Dominique. Et puis autrement, il y a des vidéos sur YouTube, comme je disais tout à l'heure. Voilà, voilà, voilà. Donc deux petits exercices. Un exercice pour voir ce que ça fait les mains qui bougent alors qu'on n'a pas décidé de faire bouger ses mains. C'est un petit peu l'inconscient qui fait bouger nos mains. Et le deuxième exercice, similaire, avec cette fois-ci une visée un petit peu thérapeutique. Voilà, ballon dégonflé, disparu, bravo, doigt, la chaleur dans la paume de la main, incroyable, voilà. En fait, c'est vrai que quand on travaille en hypnose, bah, souvent les gens sentent, surtout quand on travaille sur les archétypes. Alors, les archétypes, ça peut être l'animal, l'animus, le masculin, le yin et le yang, le masculin, féminin, tout ça, les personnes qui n'ont pas grandi correctement, le critique intérieur, l'enfant intérieur. On travaille là-dessus avec les blessures émotionnelles. Et souvent, quand on travaille là-dessus, quand on met un bon féminin à l'intérieur, quand on met un bon masculin à l'intérieur, ben, les gens ils sentent comme une chaleur, ils sentent comme une sensation de vibration, tout ça. Ouais, des pétales de couleur, c'est génial ça, harmonie. Ballon disparu, pas de vibration dans les mains, se sont rapprochés. Voilà, en fait, chacun est différent. On est tous différents. Vous êtes vous-même, là, dans votre salon, dans votre cuisine, dans l'endroit où vous êtes. Moi, je suis là, dans le bureau. On est tous différents. C'est pour ça que chacun de vous a une réaction différente. L'objectif, c'était d'avoir plus de confiance en vous. Eh bien, ça a marché, tant mieux pour la plupart d'entre vous, d'après ce que je vois dans les commentaires. Mais chacun l'a ressenti différemment. J'ai vu tout à l'heure des pétales, d'autres une odeur, donc voilà, de la couleur, tout ça, c'est très bien. C'est pour ça qu'une séance d'hypnose ne sera jamais la même. Un hypnothérapeute ne fera jamais deux séances identiques. Parce que ça sera des séances qui vont à chacune des personnes. Chaque personne étant différente, on aura une approche différente avec chaque personne.
C'est pour ça que des fois, vous allez, par exemple, pour concrétiser tout ça, vous allez sur Internet, vous écoutez une séance de X ou Y sur Internet. Il y a des personnes, ah ouais, j'ai écouté une séance spéciale pour arrêter de fumer, depuis je fume plus. Super, génial, bravo. Et puis il y a des personnes, ça marche pas. Ben non, parce qu'une personne, c'était les suggestions qui ont été données dans la bande d'hypnose, c'était juste pour elle. Et l'autre, eh ben, c'était pas, ça lui correspondait pas à ses valeurs. C'était plus compliqué que ça. Peut-être fallait passer par un petit peu plus de psychothérapie. Et voilà, et ça marche. Voilà, niveau énergétique, oui, oui, ça, bah, tout est énergie, tout vibre, hein, selon la physique quantique. Hein, donc, il y a juste à laisser faire, à prendre conscience de ça. Le vide est rempli d'énergie. L'énergie, c'est quoi? C'est de l'information, parce que quand on regarde, nous, on est tous un corps, on est tous faits de tissus, tout ça. Mais si on regarde ça, ben, on est dans notre tissu, il y a des cellules, après il y a des molécules, des atomes, il y a des photons, tout ça. Et les photons, c'est quoi? C'est des points de lumière qui peuvent être à la fois partout en même temps. Et c'est pour ça que ben, il se passe plein de choses intéressantes et que l'information circule et qu'on prend conscience de ça avec l'hypnose humaniste et qu'on va changer plein de choses dans notre grande conscience. Voilà. Pouvez-vous nous dire vos tarifs? Oui, absolument pas. Absolument, pardon. Moi, je suis à 60 euros la séance, à Vannes. Voilà, que ce soit pour le tabac, hein, c'est les mêmes prix pour toutes les indications. Hein. Il n'y a que la thérapie de couple où c'est différent. Voilà, parce qu'en hypnose, on fait également de la thérapie de couple. Hein, on agit sur ça. Je fais aussi des constellations familiales, mais là, c'est un autre sujet. Je pourrais vous parler de ça également, mais c'est super agréable. C'est-à-dire qu'on remet l'énergie dans la famille, tout ça. On commence à en parler maintenant dans pas mal de magazines, les constellations familiales. Et puis autrement, bah, l'hypnose, ça agit les allergies, les phobies, les problèmes d'identité, les problèmes de peau. Les problèmes de peau, ça marche super bien. Les problèmes de sexo, on a pas mal de gens pour de la sexo, les problèmes de vaginisme, les problèmes d'impuissance, tout ça, ou les dames qui n'arrivent pas à avoir de bébé. Là, en fait, on fait ça, on travaille ça en hypnose humaniste, c'est magnifique, on a de magnifiques séances. On va chercher un peu dans la conscience, symbole, un petit peu tout ce qui bloque, tout ce qui provoque tout ça. On travaille sur les archétypes également, bien sûr, sur le féminin, on ramène de plus de féminin dans le corps de la personne. Et on a belle séance et les personnes qui ont du mal à avoir des enfants, bah, ça les aide également énormément. Voilà, autrement, qu'est-ce que... sujet familial, un live, oui, pourquoi pas. Voilà, autrement, oui, les problèmes de sexo, ça marche bien, les problèmes d'identité, les compulsions, les addictions, les personnes qui boivent trop, les personnes qui fument trop, qui ont envie d'arrêter, pour la drogue également, les dépendances à la drogue. Euh, et puis, les gens viennent nous voir un peu souvent sur les conseils d'un médecin, ou alors qu'on dit à la personne qu'elle a fait deux trois médecins, deux trois spécialistes, on peut rien pour vous, ma pauvre dame, c'est dans votre tête. Bah là, vous pouvez essayer l'hypnose. Hein. Parfois ça marche. Oui, les coordonnées, moi je suis à côté de la mairie de Vannes, 5 rue Joseph Lebris, juste sous le porche, là quand on va au Palais des Arts. À droite, vous avez la mairie, à gauche, ben, il y a une pépinière d'entreprise et puis je suis là. Voilà, voilà. Quelle heure est-il? Je crois qu'on a fait une heure, grosso modo, Pierrick. Ouais, 7 heures passées, 19h02. Je vois pas l'heure. Pierrick, bravo, hein, Permino sur site. Eh ben oui, donc c'est l'heure de. Il est 19h, ça va être l'heure de. Certains, ça va être l'apéro. Ben, si vous allez prendre l'apéro par ce temps de confinement. Bon apéro, portez-vous bien. Portez-vous bien, n'hésitez pas à venir sur ma page Facebook mettre des commentaires, c'est Pascal Guillotel, hypnothérapeute à Vannes. N'hésitez pas à mettre des petits likes, des petits cœurs, tout ça. Merci, merci. N'hésitez pas à aller sur ma page Google également, mettre des avis pour ceux qui sont venus faire des séances. Voilà, j'arrive maintenant. Ah désolé Christine, c'était 18h. Voilà, et puis voilà, Facebook, Google, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Et puis ben, justement, bah, portez-vous bien. Vous pouvez m'envoyer Si vous avez encore des questions, vous pouvez me les envoyer par Messenger hein, sur Facebook, j'y répondrai volontiers, ou par SMS. N'hésitez pas donc, n'hésitez pas à laisser des messages et portez-vous bien et surtout comme restez chez vous si vous voulez aider les soignants, restez chez vous. Voilà. Bye bye.